Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Où s'en va ce gouvernement? Avec plus de 70 d'insatisfaits, le gouvernement libéral de Jean Charest continue à faire la sourde oreille à toutes les demandes de l'opposition et voire même de la population en général. Pour nous en parler, je reçois le député du Parti québécois en Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, M. François Gendron. Monsieur Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours très plaisant de vous recevoir. C'est la même chose pour moi. J'adore venir échanger avec vous et informer nos électeurs. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Gendron. M. Gendron, dans mon intro, je disais où s'en va ce gouvernement. On est ici pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ce gouvernement-là, avec 70 d'insatisfaits au Québec. Comment on fait, M. Gendron? Expliquez-moi ça. Vous êtes un politicien depuis 35 ans et plus. Comment on fait, M. Gendron, pour gouverner quand on a 70 et même c'était 74 je crois, les derniers chiffres, d'une population qui est insatisfaite de vous? Comment on peut gérer, dealer, comme on dit, pour employer le mot, l'expression anglaise, mais qui veut tout dire? Comment on fait pour dealer avec ça, M. Bien, sincèrement, je suis content que vous commenciez de même pour une raison très simple. C'est tellement dramatique, la situation de ce gouvernement-là, par sa propre faute. Problème d'éthique, mensonges répétés, fausseté, pas de problème, la sacoche est pleine, on a prévu, ça va bien. Et demande une enquête sur la construction. C'est unanime. Et j'ai aimé, parce que c'est honnête, objectivement, c'est pas juste l'opposition, c'est la population qui réclame parce et qui que appuie. C'est demandé par la population aussi. Pas aussi, largement par la population. Oui, la population, on est appuyé largement par la population qui dit ça n'a pas de bon sens les problèmes d'éthique. Ça n'a pas de bon sens les mensonges répétés. Ça n'a pas de bon sens qu'un gouvernement ne soit pas plus sensible à des réalités populaires, que ce soit l'enquête sur la construction, que ce soit un code d'éthique, que ce soit le double salaire de M. Charest, que ce soit 4 ministres, ça c'est des faits, là. Quatre ministres qui disent haut et fort, bien sûr que les compagnies ont le droit de financer les partis politiques. C'est écrit en toutes lettres, non. Elle commence à être grave, là. Tu sais, puis à répétition, là, là, je pourrais nommer les noms, là. Donc, à un moment donné, le public perd confiance. Et c'est bon parce que très rapidement, exactement sur les mêmes picots qu'on vient de hier, parce que j'aime toujours être documenté, en général, direz-vous que vous êtes satisfait ou insatisfait du budget. On va y revenir, mais regardez, puis je mêle rien, là. Pensez-vous que le gouvernement atteindra l'équilibre budgétaire en 2030? Il y a 5 questions, aux réponses, 80 le peuple répond non, mais les 5 questions portent sur la confiance. Oui, exactement. Et là, vous venez de toucher le fond du baril. Oui. Quand un gouvernement n'a plus la confiance de l'électorat, là, vous m'avez posé la question, comment il va faire? On se ressaisit, on arrête de tricher avec les valeurs. Parce que ça existe, c'est un gouvernement qui a des hauts et des bas. Oui, c'est sûr, mais oui, c'est sûr. Bon, si M. Charest se ressaisit, si M. Charest, enfin, donne l'heure juste et qu'on a l'impression qu'il reprend un peu de gouvernance éthique, qu'il fait un remaniement, même si ça ne sera pas facile, parce que ça va être le même gouvernement puis la même philosophie. On va juste changer de chaise. Vous avez raison, sauf que dans des situations, c'est quand même le plaster sur le bobo. Il guérit pas le bobo, mais le temps que le plaster est là, il y a du monde qui va donner une chance au coureur. Je suis sincère dans ce que je dis. Et là, dépendamment du comportement avec la chance au coureur pour le 2-3 mois de grâce suite à un remaniement, parce que là, c'est pas un nouveau gouvernement, c'est le même. Puis là, on sent que, ils reprennent du nerf un peu, leur décision un peu plus d'allure, bien, il se pourrait qu'on restaure la confiance dans la population. C'est à ça que je réponds. Oui, exactement. Non, c'est bien. Monsieur Gendron, parce qu'on va revenir, là, on a parlé du budget, là, très brièvement, c'est sûr, mais on va revenir un petit peu plus en profondeur. Mais c'est parce que j'ai 2 dossiers ici qui concernent l'Abitibi-Ouest, votre comté directement, qui sont excessivement importants de parler. La programmation du ministère des Transports, l'investissement 2010 dans votre comté, vous avez eu une somme phénoménal. Oui, alors, ça c'est important parce que j'ai toujours dit, on ne peut pas faire toujours que des mauvaises nouvelles. D'abord, quand c'est pas la réalité, moi j'aime bien parler objectivement de ce qui se passe. La programmation du ministère des Transports a été
approuvé, autorisé. Dans le comté d'Abitibi-Ouest, c'est 29 100 000. C'est la première fois en 34 ans que le comté d'Abitibi-Ouest a une programmation à ce niveau-là en termes de crédit. Bon, rappelez-vous que faut toujours oui, je veux en venir. Oui. La bonne nouvelle. Parce qu'il y a un de vos grands amis aussi qui a déjà dit sur la prison d'Amos, je suis d'un optimisme modéré. Ouais. Il y avait raison. Parce qu'on partageait le même avis là-dessus. OK. Non, mais là, honnêtement, là, au moins dans la programmation approuvée, OK. c'est un niveau de crédit très élevé, important, et il est sur les bons dossiers. La plupart des dossiers qu'il y a là-dedans de correction, un peu, rappelez-vous, l'an passé, Palmarol, on va arrêter d'en parler pour le fait. Oui. Là, on va arrêter de parler de Tachereau, Launay, Tressesson. Non? OK, oui. On va faire un bon bout. À Tachereau, il va y avoir un programme de revitalisation dans le petit bout du village, mais ça fait 10 ans qu'on attendait. Du côté de la Reine, on va refaire une réfection importante du puits La Reine, la traverse jusqu'au village, parce que ça a été fait, la traverse, il y a à peu près 20 ans, puis là, être caroteuse, boiteuse, ainsi de suite. Je ne referai pas la programmation. Tout ce que je veux dire, je crois, M. Lacaze, que c'est une bonne nouvelle parce que ça va générer. Moi, les camionneurs artisans l'année passée se lamentaient en début de saison quand la programmation est sortie. On dit on a peur qu'ils soient reportés. Puis, alors, ils voulaient avoir du travail. Oui. Et ils ont raison de réclamer ça. Et avec le 20 000, j'ai débloqué un budget additionnel d'1 million, plus Palmarol, plus d'autres travaux. À la fin, ils m'ont dit merci, on a eu une pas pire été. Bien, je leur garantis encore une très bonne été. M. Gendron, je ne veux pas être prophète de malheur, mais est-ce que dans cette programmation-là, on parlait en chiffron 30 millions, oui. Est-ce que dans cette programmation-là, qui est approuvée, il peut y avoir des surprises, en ce sens que, bien là, on ne pourra pas faire ce bout-là, on va le reporter à l'an prochain. Est-ce que ce sont des choses possibles? Moi, je vais être très franc. La réponse... Presque non, parce que cette année, les types de contrats qu'ils ont là, ils sont tous assez bien fractionnés. OK. Ils n'ont pas la hauteur d'un contrat à 7 millions qui peut soulever du questionnement parce qu'il est supérieur de 35 et être reporté. Okay. Dans le fractionnement des ouvrages, que ce soit les ponts, les structures, la chaussée, rénovation, réparation, couche d'usure, peu importe, il y a un bon fractionnement des ouvrages. On n'est pas prophète l'un ni l'autre, là. Mais à la connaissance que j'ai de mon comté, puis je connais mon comté, puis je connais comment ça se passe. Vous connaissez même tous les coins. Entre Amos et les circulent régulièrement. Oui, exactement. Je ne crois pas. OK. Bon, tant mieux. On va tout faire pour protéger cette programmation correcte qui va générer de l'activité économique. Alors ça, je suis heureux. Je trouvais que c'était une bonne nouvelle. Je vais en parler. Bon, pour ça, OK. Une nouvelle qui est un petit peu moins bonne. L'assurance récolte. Elle est très moins bonne. L'assurance récolte. Moi, M. Gendron, je reçois ici assez régulièrement parce que le président de l'UPA, M. Comeau, qui est tout près de Macamic, qui reste à Autier, ça me donne la chance de le recevoir. Déjà, ça fait 2 ou 3 fois que je le reçois et il donne l'heure juste, M. Comeau, l'heure très juste. Je crois. Et puis, lui me dit justement que les fermes, c'est dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Puis il va y avoir d'autres fermetures de fermes si on continue à administrer comme on administre présentement. L'assurance récolte, moi j'aimerais qu'on en parle. C'est un gros dossier, surtout pour votre coin de comté à vous ici à Abitibi-Ouest, bien, pour l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue, disons, OK? Surtout, là, si on en parlait un peu, vous n'êtes pas satisfait de ça, M. Jean? Bien, regardez, est-ce que c'était nécessaire de faire une révision du programme d'assurance récolte pour tout le Québec? La réponse, c'est oui, M. Lacaze. Oui. Parce qu'il y avait des abus, puis le port prenait trop de place, les intégrateurs. Mais revenons chez nous. Nous, chez nous, on n'est pas dans le port. On est dans le bœuf de semi-finition de qualité et on a ce qu'on appelle des gros producteurs de bœuf de semi-finition de qualité. Je pourrais toutes les nommer. J'ai 20 paroisses agricoles. Même. Quand on applique le modèle qui a été signé et autorisé mercredi passé par la financière agricole et le gouvernement du Québec, et qu'on fait des simulations sur nos fermes, la conséquence, c'est qu'il y a 35 à 40 de nos fermes qui culbutent avec le modèle qu'on l'applique. Dans le programme revisé, il y avait un fonds de 20 millions pour tout le Québec pour parer aux inconvénients de ceux qui ne passent pas le tamis du modèle. Pas sûr. Okay. Et là, si le gouvernement n'a pas la souplesse
pour apporter quelques corrections au modèle nécessaire pour l'ensemble du Québec. Chez nous, je vais perdre 30 à 40 de producteurs. L'Abitibi n'a pas les moyens de perdre 30 à 40 de ses meilleurs producteurs agricoles, surtout qu'on dit, nous, on est là pour aider les productions agricoles, puis là, il y avait une bonne nouvelle à matin. Il ne faut pas tout amener, là, mais à matin, il y a pas de bonne nouvelle, mais il y a une petite nouvelle disant, la relève agricole d'Abitibi est satisfait de la mesure budgétaire, dans le dernier budget, sur la relève agricole. Ben, moi, tant mieux. Mais il n'y a plus de relève si on donne le signal par l'autre main que le programme d'Asra va scraper puis il va éliminer 25, 30, 40 des producteurs. Donc, j'ai fait une crise féroce au ministre de l'Agriculture en présence de mes deux collègues. C'est moi qui ai pris l'initiative avec Daniel Bernard puis M. Corbeil de dire là, faut que tu joues ta carte de ministre régional et il faut que tu dises au ministre de l'Agriculture suppléant, parce que c'est M. Dutil qui est temporairement faut que dans le 20 millions, il nous en donne une bonne partie pour compenser les pertes dues à l'application du modèle intégral. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et c'est évident que moi, je vais me battre à mort pour protéger mes 20 paroisses agricoles. Qu'est-ce que M. Corbeil pense de ça, monsieur? Parce que vous le côtoyez régulièrement, de même que M. Bernard, là, le député libéral de Rwanda-Témiscamingue. Qu'est-ce que ces deux personnes-là qui sont du côté gouvernemental pensent de ça? Daniel, il a été correct parce qu'il lit pas mal la même chose que moi, M. Bernard. M. Corbel, lui, des fois, il est porté à croire que je suis trop collé sur la réalité des producteurs agricoles, puis il dit, ben, l'UPA, c'est syndicaliste, c'est un syndicat, il gonfle les chiffres. J'ai dit, wow, là, s'il gonfle les chiffres, c'est pas là que j'ai dit si. Moi, je suis pas d'accord, mais j'ai dit, s'il gonfle les chiffres, parle à la financière pour qu'il y ait une bonne transparence et que les chiffres qui se servent, eux, c'est-à-dire les données qui se servent, eux, pour nous, qui nous les donnent, qui donnent les données à l'UPA quand il y a une parfaite transparence. Et moi, j'ai la garantie, s'ils font ça, que là, l'UPA régionale, parce que moi, je ne veux pas défendre l'UPA, moi, je vais défendre les producteurs agricoles et les fermes. La logique que je vais à défendre. Moi, je ne défends pas les syndicats agricoles, là, parce qu'il ne faut pas me mêler les affaires. Mais s'ils travaillent sur les mêmes données, M. Lacasse, les simulations devraient donner le même résultat. Et là, ce qu'on sent depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est que la financière ne veut jamais donner ses bases de référence, ses chiffres de référence. Mais dans la financière du programme ASRA, c'est une assurance, ça. Moi, si mon assureur, il me cachait toute l'information de ma couverture de risque, puis les comparaisons, je dirais, wow, on va changer d'assurance. Parce que moi, ça me prend de la transparence. Exactement. Donc, j'ai dit à M. Corbeil, dis au ministre de l'Agriculture qu'il transmette le message à la financière qu'en Abitibi, ça nous prend les données exactes pour faire les bonnes simulations. Si, après avoir fait les bonnes simulations avec les bonnes données, je constate qu'il y a eu des exagérations, je me gouvernerai en conséquence. Monsieur Gendron, il y a eu un budget, dernièrement, budget marteau, budget que 74 % de la population n'est pas satisfaite. Le gouvernement en poste frappe encore sur la classe moyenne, frappe beaucoup sur la classe moyenne. Des revenus de 77,34 milliards, des dépenses de 81,85 milliards, un déficit de 4,51 milliards. Est-ce que, M. Gendron, c'était prévu à l'Assemblée nationale qu'il y aurait un déficit? On parlait d'environ 5 milliards. C'est à peu près ça. Maintenant, ce sont tous qui s'acharnent autour de ce budget-là que les gens là, ne sont pas d'accord et pas d'accord du tout par rapport à la classe. Moi, je parle toujours de la classe moyenne. C'est elle qu'il faut défendre. Les nouvelles sources de revenus, hausse de la TVQ, hausse de la taxe sur le carburant, hausse du prix de Hydro-Québec. On parle qui va provenir du bloc patrimonial, même si on parle de 2014, mais ça va venir pareil, on parle de 3,7 %. M. Gendron, le bloc patrimonial, on a osé s'attaquer à ça. Puis ça va coûter de l'argent aux contribuables énormément. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Bien, on dit à peu près ce que vous venez de dire. La déficit, est-ce qu'il était prévu? Réponse oui. Est-ce que c'est logique d'avoir encore un déficit pour les 2-3 prochaines années? Oui, compte tenu de l'effort que le gouvernement a dû faire pour stimuler la croissance par ses dépenses publiques afin de contrer la récession.
On s'accorde là-dessus. Oui. Là où on s'accorde pas, c'est on n'est pas d'accord de ne pas avoir fait un meilleur ménage dans les programmes, dans les primes, tous les manquements puis les débordements d'une saine gestion. Là, il n'y a pas de gouvernance puis il n'y a pas de saine gestion. Puis le gouvernement dit « moi vous clencher ». Parce que c'est ça qui arrive. Toutes les hausses, c'est le contribuable, puis en particulier la cible du contribuable moyen. Non, c'est ça, exactement. Et la santé en particulier, sans débat. Première fois, moi, en 35 ans, que là, non seulement il va avoir un ticket modérateur, mais il ajoute un ticket orienteur qui appelle orienteur parce que toi, si tu ne vas pas à bonne place, le toi étant le client qui malheureusement est malade, ben il va devoir payer plus. Donc, c'est une taxe à la maladie qui n'est pas de ta faute. Ça n'a pas de sens. Premier point. Oui. Deuxième point, tout le monde uniforme, je te dis 200 piastres par année que tu vas me donner. Le 100 000 de salaire de Gendron, s'il y a 200 piastres à payer, n'a pas le même impact que le 20 000 ou le 25 000 d'un citoyen que je connais qui est mon électeur. Donc, il n'y a pas de ce qu'on appelle de progressivité dans la tarification. Vous savez, c'est quoi ça veut dire progressif? Donc, ça n'a pas de sens. C'est très... On met fin à un contrat social, c'est une expression. Il y a un contrat social au Québec là, de dire que les plus démunis, il faut qu'ils soient conscients de ce que ça coûte. Mais il ne faut pas qu'ils soient clenchés indûment quand ils n'ont rien à faire avec la situation qu'on leur impose. Et là, c'est unanime encore une fois. Là, vous avez dit 75 en général, mais là-dessus, c'est 90% qui veut rien savoir. C'est sûr et certain. Puis, M. Bacham, M. Chirac, qu'est-ce qu'ils disent? On va garder le fort. On va continuer. On a la vérité révélée. Pour moi, les deux mains ne sont plus sur le volant, M. Leland. Ils sont dans nos poches. Vous le savez. Les deux mains sont dans nos poches. Ils ne sont pas sur le volant, certain. Mais moi, de ce que je trouve là-dedans, là, en tout cas, il y a une parole que je répète malheureusement de notre ministre des Finances qui a déjà dit « Le Québec est en rouge, mais rendu que les gens sont heureux, on est heureux. » Je m'excuse, mais je pense qu'on n'élaborera pas. Non, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas commenter parce que dans le non-commentaire, tout y est. Exactement. Dans les coupures, gel de 2 ans pour les ministres, les députés et le premier ministre également. Suspension des versements de primes ou au rendement pour 2 ans pour les hauts dirigeants du secteur public et parapublic. Moi, celle-là, oui, non, on va en parler. Oui, parce que d'abord, c'est même pas exact. Regardez, on va en parler. Là. Ils sont pas crédibles là-dessus. D'abord, premier point, là, la symbolique de dire, bon, on va geler le salaire des ministres, des députés. Ça, c'est parce qu'il y a une convention qui s'en vient avec la fonction publique. Oui, puis c'est symbolique. C'est une goutte d'eau dans l'océan, objectivement, parce que quand les salaires des députés augmentent, c'est à l'indice de l'inflation depuis 9 ans. Le salaire n'a quasiment pas bougé. Donc ça, là, c'est une pinotte pour agacer, faire semblant qu'il y a une sensibilité. Oui, Deuxième affaire, le premier ministre peut bien dire ça, on gêne, il a 2 salaires. Il ne se contente même pas du salaire qu'il devrait avoir de sa fonction. J'ai jamais vu ça en 35 ans. C'est indécent, c'est non éthique. Un premier ministre, il devrait avoir le salaire de la fonction. C'est 250 000, je m'en fous. On va faire le débat, puis on y donnera 250 000 à même nos impôts. Mais il n'y a pas d'affaire à avoir 2 salaires. Un salaire caché qui supposément vient du parti. Oui, mais ça, M. Gendron, là... Ça n'a pas de sens, 2 salaires. OK, on va faire une parenthèse là-dessus, là. Oui, faites-la. C'est pas que je suis d'accord ou pas, là, mais 75 000 que le parti donne à M. Charest. Oui. Mais moi, là, je m'excuse, mais dans le fin fond de ça, je m'en fous, moi, parce que c'est pas pris dans la poche du contribuable. C'est pas vrai, c'est faux, parce que regardez... Mais pourquoi? C'est le parti qui lui donne ça. Parce que là, vous dites que, puis respectueusement, vous dites quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Mais pourquoi? Avec la loi sur le financement des partis politiques. Non, mais moi, je parle des sous dans le... C'est ça que je vais vous expliquer. Ils sont dans la poche des contribuables parce que vous me donnez 400 piastres aujourd'hui. Vous avez un crédit d'impôt de 300 piastres du don, à même les taxes de tous les contribuables. Donc, dans le pot du financement du Parti libéral, il y a 75 % d'argent public là-dedans, M. Lacasse. OK. Ah bon? Alors ça, c'est... Puis là-dessus, c'est une revue, là. Je peux pas dire, c'est un crayon. Donc, moi, j'aime les faits. Alors, dans le 75 000, supposément, du Parti libéral, il y a énormément là-dedans d'argent de fonds publics par le biais du crédit d'impôt dans le financement populaire. De fonds publics que le contribuable a bien voulu y donner, par exemple. Non, oui, mais là, ce nuance-là... Si moi, je décide que
Je n'en donne pas au parti politique. Puis moi, peu importe le parti, mais au Parti libéral, je ne donne pas une scène, donc ça ne m'attaque pas. Oui, par le biais du crédit d'impôt, même en donnant pas une scène au Parti libéral, à chaque pièce qui rentre au Parti libéral, il y a 75 cents de la pièce qui vient de vos impôts, même si ça n'avait pas donné pas une scène au Parti libéral. OK. À cause du crédit d'impôt. OK. C'est clair, non? C'est clair. J'ai beau lire, mais des fois, il y a des petits bouts. C'est pour ça que quand je vous invite, on met les choses au clair et on met carte sur table, monsieur. De donner l'information. Puis je suis à peu près certain que je suis peut-être pas le seul qui n'avait pas compris ce petit bout. J'ai cherché la fiche dans mon chat. Il n'y a aucun problème. Sur parole, monsieur. La loi électorale, je la connais comme faux. Tout électeur qui contribue à un parti politique reçoit un crédit d'impôt de 75 de ce qu'il donne jusqu'à concurrence de 400 $. Donc, dans la cagnotte du Parti libéral, des fonds du Parti libéral, il y a de l'argent provenant du public par le biais du financement populaire. C'est ça que je voulais dire. OK. Bon, mais on va parler des petits bonus. Ouais. Moi, j'aimerais ça, parler des petits bonus, parce que quand on parle à la SAC, entre autres, là, au cadre supérieur, augmentation de 76 à 285 ça, c'est les bonus seulement. Alors, juste pour donner un exemple très vite, le président John Harbour, qui gagne 181 000 $ par année. En 2007, il y a eu 8 900 $ de bonus. Là, il y en a eu 192 000. Ça fait 114 Puis je vais en nommer juste un autre. Michel Léveillé gagne 153 000 $ par année. Il y a eu, en 2007, 11 700 $ de bonus. Là, il y en a eu juste 285 de plus. Il y en a eu 45 000 $. Quand on regarde ça, puis que tout à coup, on se dit... Vous allez vous serrer à la ceinture, on va mettre un ticket modérateur en santé, on va vous imposer 25 $ par année, mais on va mettre 400 % de plus, par exemple, d'ici 2 ans. Puis vous n'aurez pas le choix, ça va être sur votre rapport d'impôt. Quand on regarde ça, là, on vient le feu, puis je dirais pas le mot. Ben, vous avez raison, puis très calmement. Ah oui, très calmement. Non, mais c'est ça qui est dramatique. Non, mais vous avez raison. Regardez, tantôt, vous faisiez le lien en disant, dans les coupures, ils annoncent, dans les mesures de restriction, qu'ils vont couper bonus. Puis... Oui. Ah, c'est même pas exact, parce qu'encore ce matin, hier, les bulletins de nouvelles, la SAC est exclue, Hydro-Québec est exclue. Exactement. Donc, à un moment donné, là, ça appelle ça perte de confiance. Là, à un moment donné, le public peut plus les croire. Or, le drame fondamental de ce gouvernement-là, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et il y a tellement un écart grand de ce qu'il dit et ce qui se passe dans les faits qui est peu crédible. Et quand la population ne croit plus envers son gouvernement, il arrive votre introduction. La perte de confiance fait que, je reviens à ce que je vous disais dans le sondage, un matin, il dit, comment tu parles du budget? On ne vous croit plus. Alors, toutes vos mesures de budget, arrête de les expliquer. On ne vous croit plus. Parce que quand on parle, là, qu'il y a encore, au moment où l'on se parle, M. Gendron, là, on est en avril 2010, au moment où l'on se parle, il y a encore 15 000 cadres du gouvernement qui vont encore recevoir des bonus. Ça n'a pas de bon sens. Puis, on dit ici que suspension des versements de primes au rendement, bonus pour 2 ans, pour les hauts dirigeants de secteur public et parapublic, santé, éducation, Hydro-Québec, SAC, il y en a encore, puis ils vont en avoir encore. C'est en plein ça, donc on reviendra à la même place, je ne crois pas. Et c'est ça le drame encore là, assez sereinement, parce qu'on s'adresse au public. Cher public, le drame, c'est qu'à un moment donné, moi, demander des efforts de plus à un citoyen payeur de taxes, ça me fait rien d'aller le voir puis demander ça. Mais la première question, c'est un peu qui va me dire, quand je vais lui parler de ça, as-tu fait le ménage dans ton cours? C'est exactement ça. Puis quand je suis obligé de dire non, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça que t'aimes pas avec raison, il va dire, veux-tu bien là, faire ton ménage? Parce que moi, je sais là, que s'il faisait une saine gestion, là, on en a pour 400 milliards à récupérer d'un coup sec, là. Premier point. Puis là, on n'a pas parlé de toutes nos dettes au fédéral. De toutes nos dues au fédéral. Non, mais moi, je suis obligé d'en payer. Ils nous doivent 7 milliards sur des évidences. Exemple, l'harmonisation de la TPS et de la TVQ. Ils ont fait un chèque à tous les autres provinces, mais le Québec n'a pas eu sa part. Non, il n'a pas eu encore. Au moment où le fédéral me doit des milliards, moi, le moi étant le gouvernement du Québec, clenche les contribuables pour pallier au fait que l'argent qui m'est dû
d'Ottawa ne rentre pas dans mes coffres. Je ne peux pas défendre ça, moi. Parce que si on avait ici, là, en revenu, le fameux 7 milliards qu'on attend du fédéral, on aurait plus de c'est ça, environ. Parce que ce que les gens, peut-être, je sais que les gens lisent beaucoup aussi, sauf que peut-être que pour ceux qui sont peut-être moins au courant un peu, c'est que il faut dire que le gouvernement actuel va piger dans les poches du contribuable 9,4 milliards d'ici 4 ans. Oui, monsieur. C'est bon que vous dites ça, parce que le 9,4, c'est juste les hausses annoncées dans le dernier budget. Mais si on prend ceux de l'année passée qui jouaient sur les prochaines années, on a pour 13 milliards dans les 4 prochaines années. Donc, une hausse de 13 milliards, ça va ralentir l'économie, c'est clair. Ça va permettre moins de consommation, c'est clair. Qu'est-ce que tu veux? Les gens n'auront pas plus d'argent dans leur poche parce que le gouvernement fait le ménage des finances publiques. Monsieur Charest, excusez-moi, Monsieur Gendron, Monsieur Gendron. Je m'excuse, Monsieur Gendron. Mais comment il se fait... Ça, tout le monde l'a vu, ou à peu près, là, ceux qui suivent la politique, là, de près ou de loin, là, surtout avec ce budget-là, beaucoup de personnes sont mises à resuivre la politique. Comment on fait pour croire M. Charest qui vient nous dire en pleine caméra de télévision, vous aurez plus d'argent dans vos poches qu'en 2003? Moi, celle-là, il faudrait qu'il me l'explique solidement parce que je ne la comprends pas. Ben, elle va être dure à saisir, mais encore là, m'a essayé d'être très objectif parce qu'au moins... Oui, parce qu'il reste 2 minutes seulement, M. Gendron. Ça va pas de bon sens, mais... Alors, pourquoi qu'il arrive à ça, là? C'est que M. Charest additionne des pommes, des oranges, des poires, de temps en temps des carottes. Et il a raison, ça marche pas, là. Mais l'addition de toutes ces affaires-là, exemple, quand il a donné en 2008, ça va, là? Il a donné en 2008 1,7 milliard de réduction d'impôts à ce qu'il appelait, lui, la classe moyenne, c'est-à-dire les 75 000 et plus. Moi, je trouve pas que c'est tant la classe moyenne, mais là, on ne veut pas refaire un débat là-dessus. Okay. Bon, lui, il additionne ça. Alors là, il cumule toutes les réductions d'impôts, les crédits, les garderies à 7 $ qui sont gelées. Donc, il compte qu'est-ce que ça peut représenter comme économie par rapport au fait que s'ils avaient augmenté. Et là, il part de leur gestion 2005 pour arriver à ce chiffre-là. Puis, il additionne une série d'éléments que les gens ont eu, qui ont pu. Ça va, là? Oui. Ce qu'on appelle un ménage économique. Puis, il dit, le ménage économique, avec les réductions qu'on lui a données, d'impôts, puis de ci, puis de ça, puis de garderie, si je le compare à 2010, avec l'application des mesures, là, il prétend, lui, qu'il y a une adéquation en faveur de la famille. Ça va? Okay. Et là, c'est tous ces chiffres-là mis ensemble qui font que, M. Gendron, il reste 1 minute, très vitement. Pourquoi pas le fameux déboursé de 25 $ pour la santé, 100 $ et 200 $ d'ici les 3 prochaines années? Pourquoi pas y aller avec les revenus? M. Bachand, hier encore sur le journal, disait que non, il n'envisageait même pas ça. Puis ce serait un peu normal, je pense. Bien, tout à fait normal. Bien, pourquoi pas? C'est simple, c'est qu'eux autres, ils prétendent qu'il faut assommer quelqu'un pour y faire prendre conscience. Je vais prendre un exemple pour comprendre. Un matin, là, il y avait un débat avec la directrice du parc Aiguebelle. Puis elle dit, ah bon, mais écoutez, augmenter de 2,5 piastres là, par jour pour accéder au parc, il n'y a rien là. Sauf qu'on interviewait 4 représentants qui ont l'habitude d'y aller. Donc, on va prendre mon fils, pas à cause de la parenté, là. Mon fils, il y va avec ses enfants. Mais il y en a 3. Puis mon fils, il sort jamais dans le parc sans emmener ses enfants. Ben, 2,5 piastres de plus pour accéder au parc quand il arrive avec toi. Ah, c'est ça. Wow. Là, la même journée, non, mais là, on l'a compté en pourcentage. Ça fait 70 % d'augmentation pour sa famille, lui, le jour où il fait ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, Pam, on va aller marcher à ton chalet. Il m'a allé marcher dans le bois, mais j'irai plus au parc Aiguebelle. Donc, est-ce que... Combien de personnes vont faire pareil? Voilà. Alors, c'est complètement innocent de dire que ça n'aura pas d'effet. Et quand on dit que M. Gendron est provincial, bien, M. Gendron, Québec Express, cité de Limoilou. Montrez au moins, là. Hey, mon Dieu, ben là, ils me font... C'est pas grave. Ils me font signe que j'ai plus de temps. Tiens, regardez la photo ici de M. Gendron. J'ai apporté ça de Québec. M. Gendron, merci infiniment. Et puis, on va se revoir certainement à l'automne prochain parce que on va continuer cette série. Vous prenez déjà vos vacances, là. Merci beaucoup, M. Gendron. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. Et on se revoit à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.